Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où les informations en santé sont enfin à portée de main. On est les Gabrielle au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, c'est Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On est en 3e année. En fait, on aimerait, avant de commencer le podcast, puis de vous décrire ce qui s'est passé dans cet merveilleux épisode, remercier la faculté pharmacie de l'Université de Montréal de nous commanditer, en fait, de nous supporter dans ce projet-là de podcast, de nous permettre de réaliser ce projet-là qu'on est super excités de faire. Aussi, on aimerait aussi remercier, en fait, Live City Media, qui est une compagnie de vidéo création qui a créé notre logo que vous voyez là, sur vos plateformes, le balado et tout, pour nous avoir aidé à créer le logo. Fait que si jamais vous avez besoin de contenu créatif, de mode, en musique ou quoi que ce soit, ils font vraiment du contenu vidéo super intéressant. On s'était associé à eux l'année passée pour faire des vidéos coach du médicament et les gars sont super professionnels, sont super dynamiques. Fait que honnêtement, c'est la référence là, pour tout contenu vidéo que vous voulez créer. Vraiment. Donc voilà. Puis aussi, on aimerait remercier Free Fall Records, qui est une compagnie là, qui a créé la musique que vous entendez à chaque début de podcast, et notre merveilleuse amie Lauriane Monton, qui a créé en fait là, que vous entendez chanter dans notre introduction. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on reçoit Gabrielle. Oui, on reçoit Alexandre Chagnon. Donc, c'est un pharmacien qui a beaucoup de choses à nous dire dans ce podcast-là. On a jasé d'une de ses entreprises qui s'appelle maintenant Question pour un pro, que vous connaissiez peut-être déjà avant, qui était sous le nom de Question pour un pharmacien. La discussion s'est beaucoup déroulée autour de ça, autour de la télésanté. Donc, un peu vous orienter sur c'est quoi la télésanté un peu aujourd'hui, comment ça fonctionne. On a vraiment jasé beaucoup de choses. On sait que c'est difficile de faire un résumé, mais j'ai bien hâte que vous entendiez toutes les discussions qu'on a eues. Oui, fait que écoutez, on vous écoute, on vous souhaite un bon podcast en fait, puis on espère que vous allez aimer ça autant que nous. Oui, bonne écoute. Bonne écoute. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça en a l'air. Au podcast, en vente libre, les gars vont ton back. Premièrement, merci beaucoup là, d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast En Vente Libre. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter, dire votre parcours peut-être pour les gens qui vous connaissent peut-être pas? Parfait, oui. Donc, mon nom est Alexandre Chagnon. Je suis pharmacien de formation. J'ai fait un 2e cycle en informatique de la santé à l'Université de Sherbrooke. J'enseigne maintenant à l'Université Laval un nouveau programme pour les professionnels de la santé sur l'utilisation de la technologie en contexte de soins. J'ai travaillé à l'hôpital pendant plusieurs années avant de me dédier à 100% dans la numérisation des soins ici au Québec par l'entremise de 2 entreprises. Donc, je suis très, très, très heureux ici d'être avec vous. Vraiment, vraiment. Bien, merci beaucoup. Ça va être vraiment, je pense, intéressant. Justement, vous avez comme plusieurs domaines d'expertise. Puis ben là, vous êtes spécialisé maintenant comme plus en ligne, la santé en ligne. Puis dans le fond, c'est ça qu'on aimerait parler en fait avec toi aujourd'hui, de c'est quoi la santé en ligne peut-être pour les gens, la télésanté, la télépharmacie, pour peut-être éclaircir un peu ce sujet-là, oui, qui, je pense, va prendre encore plus d'expansion dans les prochaines années. Exact. Fait que, pouvez-vous peut-être nous expliquer? Comment tu définis la télésanté? Oui, la télésanté, en fait, ça fait peur parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Hein. Le professionnel de la santé moyen, la télésanté, c'est du FaceTime avec des patients. Ça se résume pas à ça, la télésanté. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la télésanté, à sa plus simple expression, c'est des soins, la santé faite à distance. Donc, peu importe la distance. Souvent, on pense que c'est quelqu'un qui est au Nunavut pendant que moi, je suis ici à Montréal, et c'est pas ça du tout. Qui dit distance, dit peut-être même 2 pièces séparées dans un même édifice, comme à l'hôpital. Donc, télésanté, c'est vraiment ça. C'est pas juste de la vidéoconsultation, c'est parfois de la messagerie sécurisée, c'est parfois des échanges qui sont écrits, des fois des échanges qui sont audio, mais l'important, puis disons le dénominateur commun, c'est vraiment l'utilisation d'un intermédiaire pour justement venir pallier à cette distance-là entre le patient et le professionnel de la santé. On en fait tous, OK, de la télésanté, on s'en rend pas compte, mais à toutes les fois que vous parlez au téléphone avec un patient au sujet de sa santé, bien, vous êtes en train de faire de la télésanté. Okay. Donc, j'aime dire que le pharmacien moyen, bien, c'est un initié de la télésanté sans savoir. Vraiment, okay, vraiment. Oui.
Ben oui, c'est vrai, parce que, tu sais, on a plusieurs consultations téléphoniques en pharmacie, on appelle souvent nos patients. Fait que ça, même ça, c'est considéré comme la télésanté, dans le fond. Exactement. De faire un suivi quelques jours après, disons, la délivrance d'une ordonnance pour savoir comment ça va avec son antibiotique, son infection, ben ça, c'est du suivi à distance des patients qui est une forme de télésanté aussi. OK. Donc, vous-même en stage, vous en avez fait, c'est sûr, à 100%. Ouais. Quand vous allez commencer votre pratique, vous allez en faire encore plus. C'est juste de réaliser, en fait, que ben, le téléphone, c'est pas le seul médium qu'on peut employer pour communiquer avec les patients. Il y en a un paquet d'autres. Puis la pandémie, ça a vraiment eu un effet catalyseur sur la télésanté. Hein. On s'en est rendu compte. On n'a pas eu le choix. On était contraints à la distance. Et donc, vraiment, depuis ce temps-là, il y en a de plus en plus de pharmaciens qui ont commencé à utiliser la vidéoconsultation, la messagerie sécurisée aussi avec les patients. Puis ça, c'est vraiment génial. Oui, puis est-ce que, je sais que dans certains hôpitaux, je ne sais pas si ça, c'est considéré la télésanté, mais ils ont utilisé comme des iPads, des tablettes pour parler. Bien, c'est plus les proches là, de la famille, tu sais, mettons aux soins intensifs, puisque la famille ne pouvait pas s'y rendre, étant donné que c'était juste les professionnels de la santé qui pouvaient être là. Est-ce que ça, c'est tout de même considéré comme la télésanté, même si le patient et le médecin sont dans la même pièce? Oui, c'est une super question. Lorsqu'on veut approcher la famille ou les gens de l'entourage du patient, par exemple pendant une hospitalisation, on ne considère pas que c'est de la télésanté. Et ça, c'est très, très, très simple, en fait, comme explication. C'est que tantôt, j'ai fait référence au fait que l'intermédiaire doit se trouver entre un patient et un professionnel de la santé. Mm-hmm. Mais si on sort un petit peu de ce cadre-là, là, ce que vous devez comprendre, c'est que l'intermédiaire peut également être entre un soigné et un soignant. Puis là, j'ai l'air de jouer sur les mots, mais c'est super important de comprendre qu'un soignant, c'est pas juste des professionnels. Un patient qui a une expertise, un patient qui a de l'expérience avec une maladie, ben, il y en a des patients là, dans la nature là, qui sont bien meilleurs que nous sur certaines conditions de santé. Mm-hmm. Et donc, lorsque ce soignant-là fournit des soins à un autre patient, lui, ce patient-là qui reçoit ce soin-là, c'est un soigné et le patient devient un soignant. Donc, effectivement, lorsqu'on veut approcher de sa famille un patient pendant son hospitalisation, il y a peut-être dans son entourage des soignants, des gens qui viennent l'aider. Et à ce moment-là, dans ce cadre-là, oui, on peut parler de télésanté. Si c'est juste pour voir Minou, pour voir les enfants, c'est correct, là, c'est super légitime de le faire, mais ça, c'est pas de la télésanté. C'est ça, OK, je comprends. Ah, OK, bien, c'est intéressant. Puis, mais je vois, en fait, plus, si on parle plus comme des enjeux que ça pourrait apporter, on dirait que ça sonne ça dans ma tête s'il y a un intermédiaire, comme par exemple un téléphone, une application, puis tout ça. Il n'y a pas des enjeux un peu de confidentialité qui pourraient comme survenir si un patient et un professionnel de la santé et prodigue des soins comme à distance, ça serait quoi? Oui, bien, il y en a un paquet. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que les obligations du professionnel ne sont pas vraiment différentes en distance. Hein. On a une obligation de documenter ce qu'on fait, une obligation de confidentialité, une obligation de faire un suivi auprès de notre patient dans les jours qui vont suivre la consultation. Donc ça ne change pas. Ce que l'intermédiaire vient modifier à la pratique du professionnel, c'est notamment au niveau des risques. Et il y en a plusieurs, à commencer par le fait que le patient pourrait ne pas être dans la même juridiction que nous. Il faut y penser à ça. Tu sais, qui dit distance dit frontière jusqu'à un certain point. Et donc, si moi, je me trouve au Québec et que mon assurance professionnelle me couvre lorsque je pratique au Québec, mais que le patient, de l'autre côté de l'écran, il est au Mali, il a bien beau parler français comme moi, là, il y a des enjeux au niveau de la sécurité de ce patient-là. Parce que c'est pas vrai que j'ai une bonne connaissance des services, des produits localement disponibles pour ce patient-là. Mes assurances professionnelles pourraient ne pas me couvrir dans une situation comme celle-là. Et l'autre chose, c'est l'aspect monétaire. Je pourrais ne pas être rémunéré pour le service que j'ai fourni à un patient qui est au Mali. Donc, distance dit frontière, comme je le mentionnais. Et la deuxième chose, distance ou intermédiaire, dit peut-être interception du message. Tu sais, là, on est dans une pièce ensemble. Si j'étais avec un patient, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a l'oreille collée sur la porte derrière moi puis en train d'écouter ce que je fais. Oui. Ça se peut. Sans être dans télésanté, c'est un concept qui est possible, mais qui est beaucoup plus présent, effectivement, avec l'utilisation d'un intermédiaire. Donc, c'est toujours de sélectionner l'intermédiaire ou l'outil qu'on va utiliser qui est fonction de cette réflexion-là. Il faut que ça soit très, très, très sécuritaire. Sinon, ben, on s'expose en tant que professionnel à des représailles au niveau légal. Puis, surtout, on expose notre patient à des risques au niveau de sa confidentialité. Puis comment tu fais pour savoir si le médium que tu utilises, c'est vraiment sécuritaire? Est-ce que tu as dans ta tête des choses que tu veux regarder
Ouais. avant de l'utiliser. Oui, donc avant la pandémie, on était un peu laissé à nous-mêmes comme professionnels à savoir, OK, c'est-tu un bon outil, Ouais, c'est-tu un moins bon outil? On a la chance depuis le début de la pandémie d'avoir eu, par exemple, le gouvernement ici, certains ordres professionnels qui se sont vraiment positionnés pour venir aider les professionnels pour dire, OK, voici de bons logiciels. Au lieu de nous sortir la liste d'épicerie des critères à surveiller, ils ont fait le travail pour nous. Et donc, le ministère, en début de pandémie, s'est positionné sur le fait qu'il y avait 3 logiciels qui permettaient de faire de la vidéoconsultation de façon efficiente et sécuritaire au Québec. Teams, Zoom notamment, et Reax, qui était l'autre plateforme à l'époque. Et donc, en tant que professionnel, j'avais plus besoin de me péter la tête à savoir, OK, mais comment je fais pour choisir? Ben, le ministère de la Santé et des Services sociaux m'a dit que c'est ceux-là que je devrais utiliser. C'est juste pour la vidéoconsultation, ça. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, la télésanté, ça ne se résume pas juste à faire la télésanté avec la vidéo. Malheureusement, encore aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'informations d'un payeur comme le ministère, le gouvernement, ou d'un ordre professionnel comme celui de l'Ordre des pharmaciens qui nous dit, OK, si vous voulez faire de la messagerie sécurisée avec vos patients, voici le logiciel. Si vous voulez faire du suivi à distance de vos patients, voici le logiciel. Malheureusement, on n'a pas de ce type d'informations-là pour le moment. OK. Mais c'est quoi qui fait que, par exemple, Zoom, Teams, React, c'est des plateformes qui sont propices à la... C'est quoi les critères? Oui, très bonne question. Donc, les critères, là, il y en a, disons, 3 qui sont les principaux. Il y en a d'autres qui sont plus accessoires, satellites un peu aux 3 premiers. Mais les 3, c'est les 3 à savoir, là, pour vous, c'est vraiment de garder en tête que, disons, le premier, c'est l'hébergement des données. Tout intermédiaire capte les informations puis va en garder une certaine forme à des fins de documentation, à des fins d'audit pour l'outil. Et donc, c'est important quand on fournit des services ici au Québec que les informations de nos patients soient hébergées au Canada. Et donc, si on utilise des outils, des intermédiaires qui sont américains, ben c'est pas impossible que ça transige vers les États-Unis, les données. Et dans une situation comme celle-là, ben, on expose notre patient à un risque supplémentaire au niveau de la confidentialité. Deuxième chose, c'est l'encryption. C'est important quand le message passe dans l'intermédiaire qu'il soit encrypté pour réduire en fait le risque à quelqu'un qui écoute la conversation sans qu'on s'en rende compte. Et le troisième, c'est au niveau de ce qu'on appelle l'interopérabilité. On a la crainte, avec raison, de créer des silos de données au Québec. C'est-à-dire que le logiciel que j'utilise, mais il parle avec aucun autre logiciel autour de moi. Et donc, je suis obligé de dupliquer les informations. Je termine une consultation avec un patient, je reprends dans ma tête un certain résumé que je vais venir documenter dans mon dossier. On n'aime pas ça, faire ça. On n'a pas le temps comme professionnel et souvent, on le fait juste pas. Donc, on aime que le logiciel envoie des messages à d'autres logiciels qu'on doit utiliser au quotidien, comme un dossier patient, par exemple, pour nous assurer une bonne documentation puis qu'il n'y ait pas de falsification non plus par le professionnel. Je sais que c'est peut-être intense un peu ce matin, là, mais c'est vrai, il y a parfois, malheureusement, des informations qui se perdent, disons, en deux logiciels à cause de ça. OK, fait que dans le fond, quand tu as une conversation avec un patient, le logiciel peut un peu t'entendre, puis transmettre de l'information, puis écrire pour toi, mettons, une documentation. Ça se voit maintenant, effectivement. Donc, on appelle ça des assistants virtuels, c'est-à-dire vraiment un intermédiaire dans lequel il y a un petit filtre, là, il y a des informations qui sont captées par le filtre et qui créent une note résumée à la fin. Vraiment génial. Surtout quand le médium, c'est la voix, OK, comme on est en train de faire. Si on fait du clavardage sécurisé avec le patient, ben là, on n'a pas cet enjeu-là parce que la documentation, les écrits restent, on aime ça dire ça. Et donc, on n'a pas besoin de dupliquer quoi que ce soit. Mais quand on appelle un patient, par exemple au téléphone ou en vidéoconsultation, mais un assistant virtuel comme celui-là, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Là. C'est sûr, mais est-ce que, tu sais, comment dire, comme, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu par rapport au fait que ça se transcrit tout? Je sais pas que quelqu'un intercepte ces données-là, si y a un logiciel qui est capable de transcrire ce qu'on dit, tu sais, y a-t-il un moyen? C'est l'enjeu. Clairement, il y a un moyen et c'est d'ailleurs pourquoi c'est super important de bien choisir le logiciel. Des logiciels qui ont cette possibilité-là de faire ce qu'on vient de mentionner. Il y en a un qui est vraiment, vraiment immense aux États-Unis qui vient d'être acheté par Microsoft. Et donc, c'est de faire confiance, bien entendu. Il faut qu'on ait une certaine confiance envers le logiciel. Et c'est d'ailleurs pourquoi d'avoir toujours comme un gouvernement qui se positionne pour dire ça, c'est bon. Mais c'est très facilitant pour un professionnel. Sinon, on se fie au logiciel d'une certaine façon, puis ça peut nous exposer à des risques parfois. Là. C'est ça, mais la pandémie, comme tu as dit un peu, ça a comme aidé ça. Mais tu sais, avant, j'ai comme l'impression, ben un peu même aujourd'hui, on n'a pas vraiment ça d'intégrer dans la pratique au quotidien. Non. Fait que, tu
sais, il me semble qu'il n'y a pas tant de réglementation par rapport à ça, mais dans ma tête, c'est l'avenir. Fait que comme, Ouais. il y a comme une discordance un peu là, entre qu'est-ce qu'on fait, notre pratique actuelle, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis il y a comme pas de règles. Exact. Fait que là, on devient comme un peu dans un genre de néant, là, de Ouais. qu'est-ce qu'on fait. tu sais. On a l'impression de se promener dans un champ de mine quand on fait ça. Là, tu sais, j'ai peur de mettre le pied à gauche parce que Exact. je vais-tu me tromper, je vais-tu être exposé à un risque, à une poursuite. Ouais. La vérité, là, c'est qu'il y en a de la réglementation, il y en a des lignes directrices, mais ils sont très, très, très peu, disons, rendus publics. On a de la difficulté à les trouver, ces informations-là, et elles sont rarement mises à jour. Puis la technologie, par définition, ben, ça évolue excessivement rapidement. Donc, effectivement, avant la pandémie, c'était un enjeu, ça en a encore un aujourd'hui, là, mais on avait encore moins d'informations. Moi, disons, quand je suis sorti là, de l'école, puis j'ai eu à vouloir me former sur la télésanté, mais j'ai dû me rendre aux États-Unis. C'est pas des blagues. J'ai suivi une formation en télésanté à Jefferson University à Philadelphie OK. parce que j'avais rien ici pour me former. Puis je pratiquais en ligne, je faisais du clavardage sécurisé avec des patients. Puis j'avais juste peur qu'il y ait dans mon champ gauche là, quelque chose que je vois pas, que je faisais en ce moment, puis que j'exposais mon patient à un risque. Donc oui, depuis la pandémie, on a un peu plus d'informations, mais c'est pas parfait encore, clairement. Puis c'est même pas encore impliqué ou entrer dans les cursus universitaires des futurs professionnels de la santé. Tu sais, vous êtes en 3e année en pharmacie. Est-ce que vous apprenez ça? Comment ne pas mettre le pied sur la mine? C'est effectivement non. Ben, en fait, le seul cours qu'on a eu par rapport à ça, c'est ton cours, en fait, l'année passée, mais c'est tout. Tu sais, c'était comme un cours de quoi? 1 heure, 2 heures, je m'en rappelle 2 heures, plus. je pense, c'est ça. Là, puis effectivement, ça prend une place tellement importante, la télésanté, maintenant, dans la pratique, puis ça reste pas de changer, du moins pour redescendre à ce qu'on avait avant. C'est important. C'est vraiment, vraiment important qu'on implique davantage des professionnels qui font de la télépratique, qui se sont posés ces questions-là, qu'on expose les étudiants, les futurs professionnels à ces réalités-là, parce que tôt ou tard, ça va engendrer des problèmes. Oui. Ou juste le fait de ne pas savoir, comme professionnel, ben, tu sais, c'est le serment d'Hippocrate, hein, ben, tu sais, d'abord, ne pas nuire, et je ne ferai pas ça. Et je pense que nos patients le demandent de plus en plus, les télésoins. Puis si on ne fait pas la télésanté, ben, on risque d'être laissé sur la touche tôt ou tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans un avenir relativement prochain, à mon avis, si on ne pratique pas la télésanté, ça va être difficile. As-tu des exemples de situations qu'on pourrait peut-être pas faire en télésanté maintenant, là? Ouais. Où tout peut se faire d'une certaine manière? Tout se fait pas. Ouais, ça, c'est une super question. Tout se fait pas. Moi, je vois des professionnels en ce moment, des pharmaciens, des médecins, utiliser le texto ou le courriel pour communiquer avec les patients. Puis ça, c'est super important de comprendre qu'on s'expose à un risque énorme en faisant ça. D'abord, les courriels qu'on emploie, sauf exception, mettons vous utilisez Gmail pour ne pas le nommer, ben c'est pas sécurisé ça. Toutes les informations qui sont transigées par l'entremise de Gmail vont être hébergées aux États-Unis. OK? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si votre patient vous envoie un texto à, disons, 2 heures la nuit pour vous dire que ça va vraiment pas bien, qu'il y a des idées noires, puis que vous le voyez le lendemain à 9 heures, ben là, en termes de gestion des attentes, c'est pas approprié. Le patient pensait qu'il va vous texter. Là. Donc, et la messagerie texte, c'est la même chose. Au niveau de l'hébergement, c'est pas encrypté. Moi, mon téléphone, là, quand quelqu'un m'envoie un message texte, là, mais sur l'écran d'accueil, là, on voit le message. Là. Donc, si c'est un patient qui vient de m'écrire quelque chose de hyper personnel, puis que c'est ma femme ou mon garçon qui est capable de lire ça, là, on a un problème. Donc, c'est pas comment je pourrais dire ça, c'est pas pour mal faire que les professionnels font ça, mais c'est juste qu'ils pensent pas. Ils savent pas que ce type de risque-là les expose vraiment à des enjeux au niveau déontologique, au niveau légal, puis le patient il s'expose aussi à des risques à ce niveau-là, donc c'est important. Mais y en a-tu beaucoup présentement, là, des pharmaciens ou des médecins ou des professionnels de la santé qui utilisent ce genre d'intermédiaire-là? Oui. Ah ouais? Oh, il y en a beaucoup. Okay. Puis pourquoi c'est arrivé? Il faut comprendre qu'en début de pandémie, tout le monde a dû se tourner sur un dissous. Là. Ils ont dû se trouver des solutions pour ne plus voir des patients, continuer à quand même fournir des soins. Et ce qui a mélangé bien des gens, c'est qu'aux États-Unis, on a permis aux professionnels d'utiliser des logiciels non sécurisés le temps de se tourner de bord. OK. Et ça a été très, très, très publié, ces informations-là, que maintenant, je pouvais utiliser FaceTime, je pouvais utiliser Message. Et là, il y a des professionnels ici qui ont pensé à tort, auxquels, en fait, j'ai parlé avec ces professionnels-là qui ont dit, ben non, depuis le début de la pandémie, on peut utiliser des logiciels non sécurisés. Mais c'était vraiment une condition très
américaine, adaptée à la réalité américaine, zéro adaptée à la réalité ici. Et malheureusement, encore dans le programme que je dirige à l'Université Laval, j'ai une vingtaine d'étudiants en ce moment, et donc des pharmaciens, des médecins, des psychologues, des nutritionnistes, des infirmières. Puis je leur pose la question, est-ce que vous pratiquez la télésanté? Et si oui, quel logiciel vous utilisez? Puis vous devriez voir, là, c'est des gens qui sont intéressés par la télésanté, mais moi j'utilise Messenger de Facebook. Oh non. Pardon? Tu sais, c'est ça, là. Ouais, Mais les gens, ils connaissent pas, ils sont Non. pas au courant de ces... Ils ont peut-être l'impression que c'est sécuritaire, c'est moi, mon patient. Voilà. C'est Exact. ça, c'est privé, Exact. j'expose pas ça sur un groupe. Non. Fait que, tu sais, dans le commun des mortels, ça peut avoir l'air sécuritaire, puis Ben tu sais, oui. tu poses pas plus de questions, mais c'est tellement vrai qu'il y a tellement d'enjeux auxquels on pense pas. Ah oui. Puis quand moi, j'ai débuté ma pratique, puis j'ai décidé de créer Question pour un pharmacien, un peu naïvement. Tu sais, moi, je suis sorti de la même condition que vous, là. Tu sais, je veux dire, j'avais pas de connaissances supplémentaires en ça. Un peu naïvement, j'ai créé une page Facebook qui s'appelait Question pour un pharmacien pour aller tester, en fait, si les patients étaient intéressés à clavarder avec un pharmacien avant de créer un site web, disons, à part entière. Et là, je me suis rendu compte d'un moment donné que je faisais un peu n'importe quoi. Là. J'étais en train de parler à des patients qui m'expliquaient leur vie, leur santé, des problèmes très personnels sur Facebook. Oui, je publiais ça nulle part, mais c'était vraiment du gros n'importe quoi. Et effectivement, un moment donné, je suis approché lors des pharmaciens, puis je leur ai posé des questions. Puis il y a quelqu'un à l'autre qui m'a dit « Hey, le grand, là, c'est une bonne idée, mais c'est pas la bonne façon de faire. » là. Donc, rapidement, j'ai investi pour créer un site web qui était sécurisé. Mais non, on apprend à la dure en ce moment parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. C'est tout simplement ça. Ouais. Mais parlons-en un peu de questions pour un pharmacien, peut-être. C'est super, c'est une plateforme vraiment intéressante. Puis en fait, j'aimerais savoir initialement, avant d'embarquer dans c'est quoi, question pour un pharmacien, initialement, comment t'es venue cette idée-là? Oui. Donc, moi, en fait, j'ai eu cette idée-là un peu avec une expérience très triste, en fait. C'est que j'étais nouvellement pharmacien et pendant que j'étais en service, il y a une patiente qui est arrivée début vingtaine avec son petit bébé dans les bras, puis la patiente pleurait quand elle est arrivée. Elle n'a pas pleuré quand elle était dans le bureau. Là. Dans la rangée 4, en s'en venant, elle pleurait. Avec son bébé aussi qui était en pleurs. On l'a isolé dans le bureau de consultation. Pour savoir, en fait, que le problème avec cette dame-là, c'est qu'elle avait lu sur Internet dans les jours qui précédaient que lorsqu'elle consommait de l'alcool, elle ne pouvait plus allaiter son bébé pendant 3 jours après avoir allaité. Et donc, elle s'en allait à un party le vendredi. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, ben là, le bébé, on va le sevrer un petit peu, on va lui donner du lait, on va lui donner la préparation commerciale, on va lui donner des céréales. Le bébé, il avait 4 ou 5 mois. Et le lundi, quand elle a recommencé à allaiter, ça marchait plus. Elle n'avait plus de lait. Et donc là, on était lundi, elle se présente à la pharmacie et là, ça va vraiment pas bien. Et là, on a fait des pieds et des mains cette journée-là pour essayer de redémarrer l'allaitement. On a prescrit un galactagogue, on a fait des interventions auprès d'une infirmière spécialiste en allaitement. Malheureusement, le jeudi, la patiente revenait. L'allaitement, pour elle, c'était terminé. Et donc là, j'ai fait comme, hey, c'est-tu un peu n'importe quoi? Moi, comme pharmacien, je suis disponible de 8 h le matin à 10 h le soir. Mais mes patients qui habitent parfois à l'autre bord de la rue vont quand même préférer se rendre sur Internet pour obtenir de l'information en santé. C'est vrai, hein? Mais ouais. Et là, je me suis dit, OK, je vais créer une page Facebook qui va s'appeler Question pour un pharmacien avec un logo fait sur Paint. J'ai pas un talent artistique à ce niveau-là, je vous assure. C'était dégueulasse, OK, comme logo. Mais ça l'a pris 24 heures. J'avais une première question. Ouais. OK, puis ça a été rapide, là. Ça a été excessivement rapide. La première question que j'ai reçue, c'est est-ce qu'il y a vraiment un pharmacien derrière cette page-là? J'ai une question sur ma santé et je n'ai personne à qui la poser. Ben voyons donc. Et là, j'ai fait, et voilà, je tiens quelque chose. Parce que quand on est sur Internet, c'est comme si on a des œillères. On voit plus rien du monde réel. On est comme focus sur notre écran. Puis, hey, c'est pas vrai, là, des professionnels qui peuvent répondre à ces questions-là. Il y en a au 811 et des infirmières. Ben oui. Le pharmacien, tu vas cogner à sa porte. Là, en 10 minutes, tu as une réponse. Ben là. oui, c'est Mais ça. quand tu es sur Internet, les œillères sont là. Et cette patiente-là ne voyait plus rien d'autre. Donc, j'ai répondu à cette question-là, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Puis à un moment donné, ma blonde me regardait, puis elle a dit, là, c'est assez. Là. Tu passes trop de temps là-dessus. J'en avais de la question, là. Et donc, là, c'est là que je me suis posé la question, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Je réponds à un besoin, mais je peux pas vivre de ça. Donc, c'est là qu'est arrivé plein de réflexions sur le modèle d'affaires de questions pour un pharmacien. Puis bien entendu, me rendre compte que le pharmacien, c'est un peu le couteau suisse du domaine de la santé et qui connaît un paquet d'affaires sur un paquet de choses. Mais moi, je recevais des questions, puis clairement, je n'étais pas l'expert le plus approprié dans ces types de questions-là. Et donc, rapidement, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'aie des nutritionnistes à côté de moi, des physios, des psychologues, des sexologues. Et donc, là est arrivée la réflexion de, OK, où est-ce qu'on s'en va avec question pour un pharmacien? Est-ce qu'on pourrait faire une plateforme uniformisée sur laquelle il y aurait plein de types de professionnels? Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que là, OK, présentement, là, parce que dans le fond, pour peut-être
pour les gens qui connaissent pas question pour un pharmacien, expliquez le concept de Yes. qu'est-ce que c'est, là. Exact. Donc, en tant que patient, on peut se rendre sur une plateforme web sécurisée, initier une demande de consultation sous la forme d'une question. Souvent, c'est ce qu'on fait hein, comme patient. On est tous, un moment ou un autre, nous-mêmes des patients Exact. quand on a un problème de santé. Et souvent, c'est une question qu'on se pose. C'est-tu normal? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Et donc, nous, on a pris ce concept-là de poser une question et, en tant que patient, donc, gratuitement, en quelques minutes, de façon sécuritaire, on pose une question et on reçoit, en l'espace de quelques minutes ou de quelques heures, une réponse d'un professionnel de la santé. Ça, c'est le concept. OK. Fait que ça, c'est en ligne, là. C'est Internet. C'est sur Internet, on tape. Si Question pour un j'ai une pharmacien. question, Ouais. Ouais. par exemple, est-ce que je peux prendre du Tylenol? Yes. Je m'en vais sur Internet, je tape question pour un pharmacien, puis là, je clique sur le lien, dans le fond. Exactement. Question pour un pharmacien qui est là depuis 2015. Donc, moi, je suis diplômé en 2013. C'est sorti en 2015. La version web de 2014 à 2015, c'était la page Facebook. Facebook avec Qui le existe logo encore. Paint, on s'en rappelle. Oui, le logo Paint qui est un mélange du logo de l'Ordre des pharmaciens et Est-ce du que le logo logo Facebook. a évolué? J'aimerais savoir. Non, le logo, c'était juste n'importe quoi. C'était le logo de Facebook dans lequel j'avais intégré le logo de l'Ordre des pharmaciens. C'était OK. dégueulasse. OK, je vous le dis. Là. Donc oui, le logo a clairement évolué. OK, là. par chance, par chance. Oui, par chance, effectivement. Puis c'est ça, donc on se rend sur Internet. Et en fait, en ce moment, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, question pour un patient, oui, je n'ai déjà entendu parler. » Non, il y a 26 000 patients par semaine qui utilisent ça en ce moment. OK, c'est énorme, là. C'est vraiment beaucoup. En début de pandémie, là, ça l'a fait fois 1000, en fait. Ah, ouais. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça l'a explosé et ça l'a jamais dérougi depuis. Ça fait tout près de 2 ans qu'on roule à 4000, 4500 patients Wow. tous les jours sur la plateforme. Mais ce que j'adore de la plateforme, personnellement, c'est qu'on peut rechercher des questions que les patients ont déjà posées. Fait que Oui. si ça vous tente pas de poser votre question, vous n'êtes pas sûr, vous tapez, je pense, des mots-clés. Exact. Ça vous donne plein d'exemples de questions que les gens ont posées, puis vous pouvez vous référer un peu à ces situations-là. Voilà, exactement. Donc, Fait que c'est si vous voulez vraiment avoir une une option cool. réponse instantanément, si vous ne Exact. voulez pas attendre quelques heures, quelques minutes, bien effectivement, il y a la banque de publications qu'on appelle. Il y en a 16 000 téléconsultations qui ont été rendues publiques par les professionnels sur la plateforme. Puis nous, c'était stratégiquement, on a rendu ces questions-là publiques parce que c'est une façon pour nous de nous faire connaître, de faire connaître la plateforme. Parce que si vous cherchez sur Google aujourd'hui, puis je vous invite à l'essayer, vous écrivez antibiotiques vomi. Ben ça a l'air niaiseux, là, mais c'est Ouais. une question à laquelle j'ai répondu il y a 6 ans, qui OK. a été vue par 37 000 patients depuis. Wow. Donc, c'est vraiment pour nous une stratégie de faire rentrer d'autres patients qui sont perdus sur Internet. OK? Mais Des oui. petites brebis égarées que j'aime penser. Là. Et c'est juste de leur faire un gros phare, là, de dire OK, on est ici, c'est confidentiel, gratuit, c'est fiable. Vraiment. Utilisez ça à la place de Wikipédia. Ben tout oui. simplement. Vraiment. Mais c'est ça qui est le fun, je trouve, parce que justement, le premier réflexe de n'importe qui, puis même moi, de checker sur Internet. Ah, ben Ça va oui. pas, Tu sais, ouais. Ben oui. OK, on regarde sur Internet Ben oui. pour t'enligner. Puis là, d'avoir dans tes ben pas tes sources, là, mais en fait, dans tes sites qui sortent, tu peux voir question pour un pharmacien. Oui, exact. Tu sais, c'est comme le patient, il se sent rassuré parce que justement, c'est pas un blog. Voilà. C'est pas Wikipédia. Exact. C'est pas n'importe qui a dit n'importe quoi. C'est Exact. un professionnel de la santé, un expert Ouais. qui s'est positionné sur le sujet. Fait que ça devient tellement rassurant pour le patient Ben oui. qui vit une certaine détresse, entre guillemets, parce qu'il sait pas quoi faire. Ben oui. Puis il est peut-être gêné à consulter son pharmacien, de sortir de chez lui. Exact. Là, il est chez lui. Puis il peut avoir un avis professionnel, puis être rassuré ou savoir où se diriger. Là. Voilà. Mhm. Fait que puis ça, Gabrielle, c'est super intéressant ce que tu viens de mentionner sur le fait d'être pas trop gêné derrière l'écran. Moi, ça a été frappant pour moi quand j'ai commencé à faire la téléconsultation avec les patients. J'étais un garçon, pour ceux qui ne savaient pas. Puis ça l'arrivait fréquemment. Je me rendais compte quand j'étais en service en pharmacie, quelqu'un qui se présentait, voyait que c'était un jeune garçon derrière le comptoir avec le sarrau et rebroussait chemin. Mhm. OK? Oh, OK. Surtout des jeunes femmes. Et ça leur tentait pas d'avoir le talk, d'avoir cette discussion-là avec moi. Et donc, ça a été vraiment frappant quand j'ai commencé à faire la téléconsultation, à quel point je recevais des questions, des demandes de consultation auxquelles je n'avais jamais répondu en face à face. Ah, ouais. Tellement, là, puis peut-être que les Emma Ferreira de ce monde aimeraient savoir ça, là, mais tellement que j'ai dû retourner dans mes livres puis de faire comme, OK, ça, je me rappelle plus de ça. Ouais, ouais. Puis c'est pas peu dire. Là. Donc, des trucs que j'avais jamais entendu parler. Beaucoup de questions en santé sexuelle, beaucoup de questions en gynécologie, santé mentale homme,
jamais je recevais ces questions-là. Mais ouais. La personne avait pas le goût de s'ouvrir devant moi à côté de la lit du papier de toilette. Et donc, derrière l'écran, on s'ouvre plus. Ça a l'air niaiseux, là, mais on a eu... Puis encore aujourd'hui, on a beaucoup de questions auxquelles, malheureusement, je crois, les patients ne veulent pas, desquelles ne veulent pas discuter en face à face. Oui, mais oui, c'est ça. Ben, ça permet ça, tu sais. Puis, en fait, tu as cerné tellement un besoin dans la population. C'est ça qui est beau à voir. Puis là, les gens, ils l'utilisent. Puis, c'est rassurant aussi, tu sais, d'un point de vue de société, de savoir que ces personnes-là, ils vont pas être laissés à eux-mêmes. Ils vont peut-être être pris en charge un petit peu par quelqu'un. Puis, est-ce que c'est anonyme, en fait? Oui, bien ça aussi, c'est l'autre question auquel j'aurais pu répondre. Oui, vous pouvez poser une question de façon anonyme. On vous demande de mettre un nom et un prénom. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, là, on se comprend. Il y a des gens qui écrivent effectivement des noms fictifs. Pourquoi on demande un nom? C'est que ça arrive parfois que le professionnel doive aller voir, mettons, dans le DSQ, dans le dossier Santé Québec. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande un code postal, une date de naissance, un genre et le nom-prénom. Ceci dit, vous n'êtes pas obligé de les fournir. Puis l'autre chose que tu viens de mentionner, Gabriel, c'est à savoir qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes sur Internet. Ce qui est intéressant avec le concept de questions pour un pharmacien, c'est que depuis 2018, on pose la question après aux patients, après qu'ils aient reçu une réponse, qu'est-ce que vous auriez fait si le professionnel n'aurait pas été là aujourd'hui pour répondre à cette question-là? Okay. Et on est en mesure de documenter qu'environ 30% des consultations qu'on reçoit, les patients reçoivent consulter à l'urgence ou chez un médecin de famille. Ah ouais. Un autre 25, c'est le 811 qui aurait dû être consulté. Puis on le sait, le 811, mais c'est difficile. Hein? Les infirmières sont embourbées au 811, reçoivent un paquet de questions. Et donc, effectivement, on est en mesure de sauver des consultations dans le système de la santé publique, en plus de fournir un service très, très rapide aux patients. Wow! Et c'est le fun de voir ça, là. Ouais. Ouais. Puis quand tu parles de rapidité, c'est combien de temps? Combien de temps on peut s'attendre à avoir une réponse de votre équipe? Voilà. Donc, avant la pandémie, on avait une médiane à peu près à 16 heures. Donc, ça, c'était un problème. C'est rapide. Mais c'est quand même rapide. Oui, pour une question répondue gratuitement par un expert, on se comprend. Là. Oui, c'est relativement rapide. Mais ça arrive parfois qu'on a besoin d'une réponse un peu plus rapide que ça. Là. Je pense notamment, moi, je suis papa 3 fois. Là. Des fois, même je suis un professionnel de la santé, j'ai des fois des situations avec mes enfants, j'aimerais ça avoir une réponse un peu plus rapide que ça. Ou on voit le week-end arriver et on dit, je peux pas attendre 16 heures, ça va être samedi. Donc, dans une situation comme ça, là, avant la pandémie, la médiane à 16 heures, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié un paquet de trucs sur la plateforme, notamment depuis le mois de juin, comme je disais tout à l'heure, on a incorporé un paquet de nouveaux professionnels de la santé. Il y a 16 professions qui sont présentes sur la plateforme en ce moment. Okay. Donc, nutritionniste, physio, ergo, podiatre. Des professionnels qui, avant Question pour un pro, que ça s'appelle maintenant Question pour un pharmacien, va changer de nom pour Question pour un pro. Okay. Quand ça va être public, ça, là, ce qu'on fait aujourd'hui, ça risque de s'appeler déjà Question pour un pro. Ah, cool! Et donc, je ne savais pas ce que ça faisait un podiatre, un ergo. J'en avais quelques idées, mais sans plus. Et donc, vraiment, on les a intégrés, ces professionnels de la santé-là. Et depuis, on est une médiane en moins de 7 heures. OK, c'est vraiment, vraiment cool. Justement parce qu'on a réussi à dispatcher les questions qui n'avaient pas rapport avec l'expertise du pharmacien, mais qu'on recevait quand même vers le bon professionnel. Wow. Mais comment tu fais pour les dispatchs, justement? C'est qui est... Mettons, là, quelqu'un, j'envoie une question, c'est qui voit ça en premier? Ouais, ça, c'est la question qui te suit. Et donc, il n'y a pas beaucoup de façons de faire ce qu'on appelle de la navigation en santé. La navigation en santé, c'est d'envoyer le bon patient vers le bon professionnel au bon moment. Tu sais, on entend cet adage-là partout, OK? Dans les missions d'entreprise, le ministère de la Santé, le gouvernement du Québec utilise ça, cette phrase-là, à toutes les sauces. C'est tough faire ça, OK? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui sait le champ d'expertise de chacun des professionnels, capable d'analyser l'urgence d'agir de la situation du patient puis de dire « Ah, en fonction de ce que tu me dis, c'est un ergothérapeute ou un chiropraticien ou un physio. » C'est tough de faire ça. Et donc, mais disons, on parle de pré-pandémie, pré-question pour un pro. Ce qu'on faisait, c'est d'avoir une infirmière. Par exemple, au 811, on l'appelait, il nous fournissait des conseils. Il nous disait « Ah, faudrait que tu ailles voir l'urgence, un médecin. Faudrait que tu ailles voir un pharmacien. » Nous, ce qu'on a décidé de faire, ça a pris juste 6 ans à faire ça, c'est qu'on a pris toutes les téléconsultations qu'on avait reçues depuis 2015 sur la plateforme et on a entraîné un système qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter les mots employés par le patient et dire ça, c'est une question qui doit être envoyée à un chiropraticien. Oh ou un my pharmacien. God, OK. On est le seul système en Amérique à faire ça. On est très, très, très fiers de ça. On a commencé à travailler avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pendant la pandémie pour venir valider ce système-là.
Et c'est vraiment un dispatch qui est fait par... Ça marche bien? Ça marche excessivement bien. Tellement là, qu'on riait fort là, quand on l'a mis en place. Là, on était comme, ça va-tu fonctionner? Ça va-tu pas fonctionner? Wow. Mais on a eu la chance d'avoir, depuis le début, là, un peu tout près en fait de 30 000 téléconsultations qui ont été initiées par des patients. Et ce volume-là, ça nous a permis vraiment d'entraîner un système qui est vraiment robuste, mais on le laisse pas faire seul quand même. La catégorisation se fait par l'intelligence artificielle et on a des humains qui travaillent chez Questions pour un pro qui vont venir revalider chacune des catégorisations. Et donc, on catégorise en fonction des sujets ou du sujet principal, de l'expertise qu'on a de besoin. C'est qui le professionnel qui doit faire ça? Et la langue. Est-ce que c'est une question qui est reçue en français, en anglais? Pourquoi on fait cette catégorisation-là? C'est qu'au lieu de faire en sorte que les professionnels de la santé doivent aller voir toujours sur une plateforme, voir s'il y a des questions pour eux, mais nous, on leur demande de nous dire c'est quoi leur VIP. Là, je vais loin, là, mais un VIP, là, à mes yeux, là, c'est un very important patient. C'est-à-dire, voici le patient que moi, là, j'aimerais ça être notifié quand un patient comme ça pose une question sur la plateforme. Okay. Et donc, je suis capable de dire, par exemple, moi, j'ai une pharmacie ici à Montréal, envoie-moi une notification à toutes les fois qu'un patient dans un rayon de 4 km pose une question sur la gynécologie sur la plateforme. OK. Et c'est vraiment ce système-là d'appariement qui permet d'avoir un délai beaucoup plus rapide de prise en charge des patients sur la plateforme. Oui. Wow! Mais est-ce que, c'est peut-être une question bizarre, là, mais est-ce que l'intelligence artificielle fait, tu sais, comme, j'imagine qu'il y a des gens qui font des fautes d'orthographe ou qui écrivent mal, ça doit comme rendre ça compliqué pour le logiciel de cibler les mots si tu sais pas comment écrire ton mot. Là. Très difficile, effectivement. C'est pour ça qu'il fallait avoir une masse critique de gens qui ont fait des erreurs d'orthographe en écrivant lors de consultation. Et ce qui est vraiment cool avec notre système, c'est qu'on a réussi à lui faire comprendre la majorité des dialectes trouvés au Québec. OK. Ouais. Donc, on a 25 000-ish consultations en québécois. Hein? On les appellera pas en français, ils ne sont pas tous en français, ils sont en québécois. On en a quelques-unes dans d'autres langues aussi. Et notre système s'est entraîné avec ça. Et effectivement, même si vous écrivez un nom de médicament vraiment tout croche, là, je sais pas moi, la fameuse Activant. Activant? Oui, celle-là, là, pas nommer. Non, mais le système comprend quand même que vous parlez d'un médicament contre l'insomnie ici. OK, je comprends. Ah, ben c'est le fun. Puis là, tu dis, le différents dialectes québécois, si on peut dire ça comme ça, le joual. Ou peut-être, est-ce qu'il y a d'autres langues? L'anglais, français? Anglais, français, russe. Oui, c'est ça, exactement. Donc, nous, on utilise un système qui a déjà été pré-entraîné pour détecter les langues. Donc, ce que le système fait, c'est qu'il va détecter que c'est du russe, va traduire en français, canadien, et va se baser sur l'entraînement, sur notre modèle à nous pour dire, voici les catégories. OK, mais là, le professionnel qui reçoit, par exemple, la réponse, si c'est un pharmacien, là, les répond en français. Là. Super question, encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait pour y renvoyer la balle pour que le patient comprenne? Oui, exactement. Donc, en tant que professionnel, je l'ai fait à quelques reprises d'utiliser un logiciel de traduction. Okay? Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà, mettons, dans le cadre de stage, dans votre vie personnelle, d'avoir une situation dans laquelle vous devez parler avec quelqu'un, mais que cette personne-là ne parle pas français ni anglais. À l'hôpital, moi, ça m'arrivait vraiment souvent. Ça, puis on avait des interprètes. Parfois, c'était des infirmiers qui parlaient espagnol, portugais. Des fois, c'était des gens qu'on a engagés à l'hôpital. Ce qui est le fun avec le clavardage sécurisé, c'est que l'asynchronisme, c'est de fait de prendre quelques minutes avant de répondre, me permet d'écrire quelque chose dans un logiciel de traduction et de le mettre en russe avant. Et de l'envoyer ensuite. Mais comment tu fais pour vérifier que c'est bien la bonne affaire? Parce que, tu sais, on sait tous que si tu vas sur Google Translate ou Google Traduction, en fait, puis que tu tapes quelque chose en français, puis tu veux... C'est pas tout le temps exact. Exactement. Donc, moi, c'est les quelques reprises que j'ai fait ça, c'est important que la première chose que j'ai dit aux patients, c'est je ne parle pas russe. J'utilise présentement un logiciel de traduction. Soyez assurés que je fais tout en mon possible là, pour que ça soit valide ce que je vous dis, mais j'ai pas les connaissances pour valider ce qui sort de l'autre côté. Donc, je l'ai fait à quelques reprises là, parce qu'il n'y avait aucun professionnel sur la plateforme qui avait la capacité de répondre dans cette langue-là. Donc, Ah ben c'est intéressant. Au moins, ça rend ça accessible pas juste pour quelqu'un qui parle français ou anglais. Exact. C'est la plateforme Question pour un pharmacien est accessible à
tout le monde qui a une question Exact. de n'importe quelle langue, puis Exact. ça fonctionne. À condition que cette personne-là soit un résident du Québec. Ouais, OK. Parce que nous, ça aussi, on l'a appris à la dure. Hein. Au début, question pour un pharmacien, je me suis rendu compte que la francophonie, c'est grand. Là. Mais oui, On c'est savait vrai. des questions de l'Afrique subsaharienne, on savait beaucoup de questions de la France. Puis un moment donné, je m'en suis rendu compte parce que le nom des médicaments, je ne le connaissais pas en tout. J'en recevais une question, puis c'était un médicament, je ne savais même pas c'était quoi. Je sortais de l'école, ça ne marchait pas. Là. Ah ouais. Donc là, c'est là que j'ai commencé à investiguer. Puis là, on a demandé que le patient soit physiquement un résident, en fait, du Québec. Un résident du Québec qui est à l'étranger, par exemple, dans le cadre d'un voyage, peut poser une question en fournissant son code postal. Mais si tu me fournis un code postal de Paris, ben, tu ne seras pas capable de poser une question. C'est ça parce que, mon Dieu, peut-être que ça fait longtemps, là, si je sors ça de loin, mais il me semble que j'ai souvenir que un jour, tu as fait une consultation avec une patiente qui était comme en voyage. Ça a comme passé dans les journaux, dans les médias. Puis là, tu l'as comme... je sais pas c'était quoi l'intervention, mais en fait, ça l'a vraiment comme un peu sauvé sa vie, là. Oui, exact. Il y a un article dans le journal Le Soleil en 2017, en novembre, plus exactement, par rapport à ça. Mélina, la patiente que je peux nommer maintenant parce que l'article est paru, elle était en République dominicaine avec son chum, enceinte, infirmière de profession, développe des lésions près de l'œil qui s'apparentent à un zona. Donc, le zona ophtalmique flash gros comme ça. Va consulter le médecin sur place. Le médecin en République dominicaine, on ne sait pas pourquoi, ne veut jamais prescrire des médicaments par la bouche à une patiente enceinte. Ah, ouais. Donc là, elle a fait comme non, j'ai besoin d'aciclovir. Blablabla. Non, il n'y a rien à faire. Il se fait prescrire une petite crème, retourne dans sa chambre, regarde son chum, tu bookes des billets tout de suite pour qu'on revienne à la maison. J'ai peur de perdre mon œil. Et pendant qu'il est en train de booker le billet de retour, elle va sur son téléphone, voit une publication sur Instagram au sujet de questions pour un pharmacien, pose sa question, puis là, la vie faisant bien les choses, ce soir-là, avant de me coucher, je vais sur la plateforme, je vois quelque chose qui ressemble à du zone ophtalmique, je saute sa question et je parle d'aciclovir, puis elle dit « Je crois que j'en ai vu à la pharmacie du coin. » Tu sais, des médicaments en vente libre, là-bas, votre podcast, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? En vente libre, En vente libre, en République dominicaine, il y en a des affaires. Okay. C'est assez incroyable. Et il y avait de l'aciclovir à la bonne dose en vente libre là-bas. Ah, donc, j'ai fourni la posologie. J'ai dit de commencer à prendre ça tout de suite, de mettre la crème en plus. Bien entendu, ça pourrait pas nuire. Et le médecin, quand elle est revenue, le médecin qui la suivait pour sa grossesse a dit, si ça n'avait pas été ce pharmacien-là, je sais pas qu'est-ce qui serait passé avec ton œil. Ah ouais, c'est ça la télésanté. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais effectivement, ça m'a permis de l'aider pendant qu'elle était là-bas. Elle essayé d'appeler le 811 à distance en frais renversés de patente. Ça marchait pas. Là. Mais non, c'est sûr. Ouais. Si loin comme ça. Puis là, ben, c'est ça qui est le fun avec l'Internet en ligne. Tu as pu aider cette patiente-là, sauver sa vision probablement. Oui, puis je l'ai croisée après. Je suis monté à Québec pour la voir dans le cadre de l'article qui a été écrit par Le Soleil. Puis on reste en contact depuis ce temps-là. Mais oui, c'est exceptionnel quand même parce que c'est fou de penser qu'en fait, vous n'avez jamais vu cette patiente-là. Zéro. Puis vous avez aidé à distance, mais c'est quelque chose de le fun avec cette plateforme-là, justement. Puis on dit à quel point il doit être reconnaissante d'avoir eu ce système-là. En fait, elle veut être pharmacienne maintenant. Je ne sais pas à quel point ça a un impact, là, mais elle m'a réécrit récemment. Elle a dit j'aimerais peut-être ça, faire des études en pharmacie. Oh, wow! Ouais. Donc. À voir. Je ne lance pas trop de crédit. Oui, c'est ça exactement, là, mais quand même, je pense que ça a une influence. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Fait que dans le fond, même si elle était en République dominicaine, le fait qu'elle soit résidente du Québec, tu lui as permis de faire le soin, mais ça avait été comme, par exemple, quelqu'un qui habite là-bas, là, tu n'aurais pas pu le faire. Exactement. C'est vraiment parce que c'est une résidente du Québec qui a des assurances ici, qui est encore valide, que je peux fournir un service à ce moment-là. OK. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, parce que c'est rassurant aussi de savoir que si tu t'en vas à l'autre bout du monde, tu peux pas rejoindre ton médecin, tu peux pas rejoindre quelqu'un au Québec. Ben, la plateforme va être là pour toi, pour répondre à tes questions. Puis là, maintenant, en moins de 7 heures. Fait que... En moins de 7 heures, puis de plusieurs types de professionnels. Avant, c'était le pharmacien, comme je le disais, on connaît un paquet d'affaires là, sur beaucoup de sujets. Mais là, maintenant, il y a des sexologues, des psychologues. Je veux dire, il y a des inalos. Je veux dire, quand est-ce que je peux parler à un inalo en ligne? C'est vrai. Donc, vraiment, là, c'est génial. Là. Ouais. Je suis bien content. Ben, c'est vraiment... félicitations là, pour cette plateforme-là. C'est vraiment quelque chose... Je pense que on avait besoin de ça. Puis vous avez créé cette plateforme-là. Puis c'est vraiment exceptionnel. Là. Je pense que ça va comme un peu révolutionner le monde. Puis qui sait, peut-être donner un peu un coup d'envoi pour la télésanté, la télépharmacie, puis tout ça pour que ça prenne de plus en plus d'expansion. Là. Notre objectif, c'est vraiment de s'associer au 811 de ce monde, à tous ces services-là en première ligne, où est-ce qu'il y a des professionnels. Puis de juste venir mettre ce que moi j'appelle un filtre en avant du 811. Puis je veux pas qu'on pense ça, un filtre, comme étant un délai. C'est plus un filtre de dire les questions qui vont être acheminées à des infirmières,
ben, ce sont des questions pour lesquelles on a besoin de l'expertise d'une infirmière. Mhm. En ce moment, au 8-1-1, on reçoit un paquet de questions qui devraient être répondues par un physio, par un pharmacien, par un médecin. Et donc, c'est juste pour que tous, on soit confortable à répondre aux questions qu'on reçoit. Puis moi, c'est ce que j'appelle la pratique focus. C'est de dire que même si je ne suis pas un spécialiste, on ne peut pas dire en pharmacie qu'on est spécialiste en quelque chose. Hein. Non, C'est très, très, très chargé en émotions, ce terme-là. On ne peut pas l'utiliser. Ouais, Mais moi, j'ai toujours un dada, mettons, pour l'infectiologie. Tout ce qui est les médicaments antibiotiques, les antiviraux, j'adore ça, j'en mange. Quand j'étais à l'hôpital, je faisais juste ça ou presque. Mais maintenant, avec la télésanté, je suis en mesure de me concentrer sur les questions de ce sujet-là, faire en sorte de m'exposer puis devenir de plus en plus bon, en fait, de plus en plus meilleur dans ce sujet-là. Et il y a beaucoup de professionnels en ce moment qui adoptent la pratique focus grâce à la télésanté. Parce que, mettons que vous, votre dada, c'est la maladie de Graves, mettons. Là. Bonne chance. Dans votre petit village, vous exposez à des cas de maladie de Graves tout le temps. Là. Donc, si vous voulez garder cette expertise-là, moi, ce que j'appelle, c'est l'expertise artificielle. Vous allez devoir lire le soir, les week-ends, mais jamais pratiquer dans ce secteur d'activité-là, ou très peu. Mais avec la télésanté, ce que j'appelle le rayon de soins, de ta mesure d'aller rejoindre un patient qui est beaucoup plus loin avec la condition de santé qui vous intéresse, ça, c'est possible. Donc, en ce moment, j'ai des professionnels qui utilisent une plateforme comme Question pour un pro, Question pour un pharmacien, pour aller justement s'exposer auprès de patients qui sont un peu plus loin, mais qui ont la condition qu'ils recherchent, notamment la douleur chronique, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on apprend notamment là, au programme que je dirige en ce moment là, à l'Université Laval. Ah, c'est le fun parce que c'est le fun aussi pour les professionnels qui nous écoutent peut-être que, tu sais, s'ils veulent, comme vous dites, j'aime vraiment ça, j'aimerais ça approfondir mes connaissances, aider plus de patients sur ce sujet-là, ben c'est non seulement le fun pour les patients qui vont avoir une expertise vraiment comme spécifique à leurs besoins, mais pour un professionnel de la santé qui veut se développer dans le fond dans ses connaissances, ben, c'est une plateforme qui est aussi idéale. Fait que dans le fond, ça répond aux besoins de tout le monde. Là. Exact. Puis tu sais, l'autre question que je reçois souvent, c'est pourquoi les professionnels, en plus de s'exposer à des sujets un peu particuliers, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils prennent de leur temps? On est tous très occupés. Ce qu'on doit comprendre, c'est que nous, puis ça, c'était, encore une fois, la vie est super bien faite. On a fait une étude avec l'Université Laval au sujet de la plateforme il y a quelques années pour nous rendre compte que les patients deviennent des clients réguliers de façon assez fréquente après une téléconsultation. OK. Et donc, pour un professionnel de la santé, c'est une façon d'acquérir un nouveau patient, une nouvelle clientèle, d'utiliser une plateforme comme la nôtre, ou juste de créer un filtre en avant de sa pratique pour juste s'assurer que ce soit des questions pour lui qu'ils le reçoivent. Et donc, en ce moment, c'est vraiment pour ça que la plateforme fonctionne bien, pour ça qu'il y a 600 professionnels à peu près sur la plateforme de plusieurs champs d'expertise différents, parce qu'ils sont là pour aller... disons, être mis en relation avec le patient qui le recherche, que ce soit en fonction de la géographie, du sujet, peu importe. OK, puis ce professionnel de la santé-là, est-ce que vous avez comme pas une bâtisse, mais genre, ils sont où? Ils sont chez eux? En bobette dans leur sous-sol, parfois, sûrement. Je le sais pas. Ils sont vraiment à la maison, eux aussi. Ou ils sont au bureau. Par exemple, j'ai un physiothérapeute qui utilise la plateforme pour venir remplir ses no-shows. Donc, mettons qu'il y a un rendez-vous qui ne s'est pas présenté à 13h. OK. Ben, lui, il va aller sur la plateforme et il va voir toutes les questions qui sont des demandes de consultation qui sont en attente de l'expertise du physiothérapeute, va prendre celle qu'il aime, va pouvoir clavarder tout de suite avec la patiente. La patiente reçoit une notification maintenant. Ah, wow. Et va être en mesure de remplir son no-show dans la minute qui va suivre. « Hey, j'ai de la place, veux-tu que je te vois? » Par vidéoconsultation, par exemple. Ouais. Okay. C'est vraiment comme ça que c'est utilisé. Là. C'est moi, comme médecin, Colin, j'ai une personne qui ne s'est pas présentée à son rendez-vous. Je peux aller sur la plateforme, je peux aller chercher quelqu'un, je fais une vidéoconsultation. Oui, tu rentabilises ton temps aussi. Exact. Ce que tu veux, tu sais, en tant que professionnel de la santé, on veut tous aider. On veut tous faire notre possible. Si on a un moment, cette plateforme-là nous permet, je vais aider un patient de plus. Puis tout de suite. Là, c'est ça, tout de suite. Puis ça désengorge aussi le système de santé. Comme l'étude que vous avez faite, que 30% des gens se seraient rendus à l'urgence. Ça fait tous ces gens-là de moins à l'urgence. Puis on sait à quel point nos hôpitaux sont engorgés. C'est une merveilleuse grosse différence. Ça fait vraiment une très, très grosse différence. Puis, tu sais, il faut garder en tête que nous, sur Question pour un point, on commence toujours par du clavardage, mais c'est très, très, très fréquent qu'il y a un lien vers un rendez-vous Teams ou Zoom qui soit envoyé dans la conversation. Le patient reçoit ça et commence la vidéoconsultation. Ou, tu peux-tu te présenter? Je vois que tu es à 6 km de la clinique parce que nous, on fournit ça aux professionnels.
Es-tu capable de te présenter en clinique? Je serais capable de te voir dans 1 heure. Ah, wow. En fonction du C'est problème, tu sais. Puis l'autre affaire que je veux qu'on mette en évidence aujourd'hui, c'est que ça arrive parfois que, mettons, il y a un conseil là, dans la salle d'attente. Peux-tu aller voir le conseil? Avant de parler à cette patiente-là, tu ne savais pas qu'est-ce qu'elle voulait. Hein? C'est difficile de te préparer, d'aller lire tes trucs au besoin. Ouais. Mais avec la téléconsultation, asynchrone, mais là, tu sais c'est quoi le problème de la patiente. Là, tu l'as vu avant de commencer la consultation. Et donc, c'est vraiment très, très... Ça simplifie la pratique. Vraiment beaucoup. Ben, c'est sûr. Ouais. Puis, avez-vous pas des statistiques, mais comme plus des données qui disent à quel point les gens aiment ça? Oui. Donc, en plus de poser la question, si le professionnel n'aurait pas répondu à la question, qu'est-ce que vous auriez fait? Ouais. La première, en fait, question qu'on pose, c'est sur une échelle de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez Alexandre Chagnon, pharmacien, à un membre de votre famille ou à un ami? OK. Et ça, là, ça change vraiment la pratique d'un professionnel. OK. OK? Moi, au début, quand on a commencé à dire ça, on se pense peut-être un petit peu meilleur que ce qu'on est vraiment. Là. En tout cas, personnellement, j'étais comme, je vais avoir des 10 vraiment intenses tout le temps. Non. J'avais des 8, j'avais des 7, j'avais des 5, j'avais des 0 parfois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on demande aux patients, quand ils ne donnent pas un 10, ou même quand ils donnent un 10, pourquoi? Oui, ben Okay? oui. C'est pas tout le monde qui fournit cette rétroaction-là complète, mais il y en a plusieurs qui le disent. Et moi, ça m'a vraiment aidé à changer la façon que je faisais mes consultations avec les patients. Je prenais beaucoup de choses pour acquis. Une chose que je faisais beaucoup avant et que je ne fais plus, c'est d'écrire en des mots très intelligents. OK? Ouais. Je crois, surtout quand on commence dans la pratique, on veut montrer, on a une baby face encore, j'avais pratiquement pas de barbe, je veux montrer que je connais mes affaires solides, OK? Fait que moi, les grandes phrases, avec 6 adverbes dedans, j'en faisais en clavardage. Puis, beaucoup de patients, quand j'ai commencé à poser ces questions-là de façon automatique, le système le pose, le degré de satisfaction, j'avais des 6 à cause que je trouve que c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'il écrit. OK. Ben oui, c'est vrai, on y pense pas parce Zéro. que c'est nous, on est à l'université, Ben oui. tu sais, on s'exprime, en tout cas en général, il faut qu'on s'exprime bien, Ben oui. faut qu'on écrive dans des beaux mots, dans Exact. des beaux... Puis nos dans- exemples, tu sais, les modèles qu'on garde, ils ont tous un dialecte incroyable. Ouais, Puis, exact. fait que, tu sais, tu dis, OK, mais moi aussi. Mais là, ça marchait pas. Puis là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une étude qui mesurait le niveau de lisibilité des réponses des professionnels sur la plateforme. Et là, tenez-vous bien, j'ai écoulé mon test vraiment solide. Oh, ouais. Oui, en santé publique, là, il y a l'idée qu'on doit toujours écrire pour maximum une 6e année, OK. pour que les gens comprennent bien. Ouais. Moi, j'écrivais en 14e année. Et Eh boy. boy. Non, ça marchait pas. Là, je rendais mes questions publiques en pensant aider un paquet de monde, mais non, je créais plus de confusion que d'autres choses. Ben oui, c'est probablement. vrai. Ben oui, parce que c'est pas la moyenne des gens, en fait. Ils n'ont pas tous des bacs, ils n'ont pas toutes des maîtrises. Zéro. Non. Faut qu'on s'adapte aussi à la Exact. population qu'on sert. Là. Ben On oui. peut pas utiliser des termes compliqués, il faut qu'on vulgarise, Mhm. faut qu'on rende ça accessible Voilà. à la personne qu'on répond, parce que si jamais, tu sais, c'est bien beau d'offrir un conseil, mais si la personne n'a rien compris, elle va se retrouver au même point de départ Exactement. de qu'est-ce que je fais, parce Exactement. qu'elle va pas avoir compris, tu sais. Voilà. J'ai investi du temps, mais au final, ça a eu un Ça impact minime. minime. Oui, exactement. Ah, ben au moins, tant mieux que cette étude. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut savoir dans quelle année on écrit? Oui, il y a un outil en ligne qui s'appelle Hemingway. Je vous invite à aller voir ça. Hemingway, c'est juste un M. C'est gratuit. Mettons que vous vous apprêtez à écrire un message à quelqu'un, vous copiez-collez ça dans Hemingway et on va vous dire en quelle année vous êtes en train d'écrire. OK. Pourquoi je me souviens que tu avais dit ça dans ton cours? Oui, je pense que Ouais, ça se peut. Ça se peut, j'en ai je pense- parlé. Tu mets ton texte dedans, puis là, ça te dit en quelle année t'écris. là. Exact. Non Ok, seulement c'est ça, mais Hemingway est tellement bon qu'il va te dire, OK, je te donne une 9e année à cause de ce bout-là. OK. Change-le. OK. OK? Ah, wow. Donc, c'est vraiment génial comme outil. Moi, je m'en servais. Quand j'ai eu le wake-up call, là, j'ai fait comme, OK, il faut que je trouve une solution. J'ai utilisé beaucoup Hemingway au début. Puis là, maintenant, mon niveau de langage est rendu vraiment plus adapté. J'ai plus besoin de l'utiliser. Mais je le recommande fortement aux professionnels qui commencent à faire OK. du clavardage. Ouais, Cool. ouais. Puis comment tu fais pour faire de la publicité pour question pour un pro? Oui. Ben, pour les professionnels ou pour les patients? Pour rejoindre le plus de patients, mettons. Oui, ben ça, c'est vraiment les publications que vous retrouvez en faisant des recherches sur Google. Nous, OK. 99% des patients nous trouvent suite à nos recherches sur Google. Donc, ils écrivent, mettons, antibiotiques vomi, comme je le disais tout à l'heure, tombent sur la réponse que j'ai faite, puis là, font comme, ça répond un peu, mais moi, c'est un Oui. peu différent comme situation. Est-ce que je... Puis là, à la base de la publication, il y a, est-ce que vous avez aussi une question? Posez ici. On clique.
et on entre dans le processus de demande de consultation, tout simplement. On n'a pas besoin de faire de publicité en ce moment. On en a déjà fait dans le passé, pré-pandémie. On utilisait des influenceurs, que ce soit sur Instagram. On a de vos collègues qui viennent de finir en 4e année qui alimentent maintenant un TikTok de Oui, questions j'ai vu pour ça un passer. pharmacien. Oui, Ouais. c'est Ah super ouais, le comme fun, ouais. 7 millions de vues par mois, là, ça n'a juste aucun maudit bon sens. Donc, ça, c'est pour nous, c'est sûr, c'est très, très, très important de le faire. Mais mettons qu'on arrête toute communication à l'extérieur de la plateforme, ben, on continue à quand même avoir 4 000, 5 000 patients par jour à tous les jours à cause justement de ces publications qui sont rendues disponibles sur Google. Puis bouche à oreille ou pas tant? C'est une bonne question. Jadis, on posait la question aux patients, comment vous nous avez trouvés? Ouais. Puis il y avait beaucoup, effectivement, là, je me rappelle de mémoire de 15 à 20 des patients qui n'avaient entendu parler d'un membre de famille, d'un ami. Puis l'autre truc qu'on doit savoir, c'est qu'il y a environ 35 des patients qui ont utilisé une fois la plateforme pour poser une question, qui vont en poser minimum une deuxième dans les années suivantes. Oh, wow. Et ça, c'est un beau signe. C'est un signe qu'on répond à un besoin parce que tu l'utilises une fois puis tu ne l'utilises plus après, ben, c'est peut-être un petit red flag pour te dire non. Mais j'aime pas tant ça. Ben, c'est ça, exactement. Mais là, il y a il y a une proportion très importante de gens qui le réutilisent au moins une deuxième fois. On en a qui sont rendus à 29 questions. Là, oui. Mais 35 à peu près % vont poser minimum une deuxième question. Donc, c'est ça. C'est juste de répondre à un besoin puis de le faire le mieux possible. Puis on se concentre juste sur ce besoin-là, nous. Le besoin d'appariement avec un professionnel de la santé. Au départ, c'était moi qui répondais à 100% des questions. Mais tranquillement, pas vite, des professionnels se sont joints à moi. Puis de sorte que maintenant, je réponds à aucune question. Je suis juste là pour m'assurer le bon appariement, soutenir les professionnels dans la téléconsultation, les former sur le sujet, that's it. OK. Tu t'ennuies-tu poser des questions? Ben, en fait, oui, je m'ennuie un petit peu parce que moi, on doit comprendre qu'en ce moment, ma pratique, c'est un peu particulier. OK? Je ne travaille plus en pharmacie. Je ne travaille plus en hôpital depuis que j'ai commencé à enseigner à l'Université Laval. Et question pour un pharmacien puis la téléconsultation, c'était ma façon de rester proche des patients, d'avoir une pratique. Et là, je ne l'ai plus. J'ai par chance, depuis le début de la pandémie, j'ai commencé à faire de la radio. J'ai commencé à avoir des mandats dans lesquels je parle de santé, pas avec un patient, mais à plusieurs patients, disons, à la fois, comme j'aime penser. Et là, c'est ça ma pratique en ce moment, au niveau clinique. Je suis obligé de rester sharp sur plusieurs sujets à cause de ça. Mais effectivement, le contact patient que j'avais, par exemple, quand j'étais à l'urgence aux soins intensifs à l'hôpital, ça, effectivement, ça me manque. C'est sûr à 100%. Puis à quel poste de radio on peut t'entendre? Oui, on peut m'entendre le mardi matin à 105.7 ici, donc à Rythme FM, avec Patrice, Marie-Ève et Marie-Christine Proulx. Et je suis le mercredi matin à un poste, moi je suis de Granby, et donc je suis à la radio de Granby le mercredi matin pour couvrir des sujets qui sont similaires à ceux du mardi, donc à M105, donc à 104.9. Ça, c'est les deux fois par jour, le matin, très très tôt. Ah ouais? Ah oui, très très tôt. Ça commence de bonne heure, la radio. Oui. Puis, tu sais, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des enfants. Des fois, on se couche tard. Des fois, on n'a pas les meilleures nuits qu'on voudrait. C'est ça. Et ça arrive parfois que je me lève le matin et la voix un peu rauque, un peu gommée. Là. Tu peux pas te permettre ça à la radio. C'est ça, mais non. Non. Les autres sont quasiment... On donne l'impression qu'ils sont sur l'ecstasy à 5 heures le matin. Ils sont comme vraiment en feu. Fait que toi, si tu rentres puis tu es au micro puis bonjour tout le monde, ça fonctionnera non, pas. Effectivement. Donc oui, il faut se lever tôt, réviser ses trucs. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as 4 minutes pour parler, pour résumer des sujets qui sont parfois complexes. Si tu te trompes, ben c'est terminé. C'est tout simplement ça. Puis dans le fond, c'est ton émission, elle s'appelle Bulle pharmacien. C'est quoi? Oui, c'est la bulle du pharmacien. C'est l'équipe à Rythme FM qui ont appelé ça comme ça. On peut toutes les entendre sur Internet. Si vous écrivez Bulle du pharmacien sur Internet, c'est moi. Toutes mes chroniques à toutes les semaines qui sont disponibles maintenant directement en ligne. Puis c'est quoi les sujets que tu couvres? Est-ce que c'est des patients qui écrivent à la radio? Je ne sais pas comment ça fonctionne, là, mais est-ce que c'est des patients qui initient « Ah, j'aimerais savoir tel sujet » ou c'est toi qui fais « Hey, ça serait intéressant de parler » je sais pas, de contraception, je sais pas. On fait un peu des deux. Habituellement, c'est moi qui va voir, par l'entremise de ce qui trend sur question pour un pro, question pour un pharmacien. Mettons, je vois qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions sur le nez qui coule chez les enfants. Donc, cette semaine, les 2 capsules que j'ai faites, c'était par rapport au sinus rince, par rapport à la technique Sainte-Justine pour les enfants de moins de 2 ans. On a vraiment parlé d'affaires très, très, très concrètes. Ça arrive parfois qu'on fait des open mic. En voulant dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont appeler. Ça, je fais pas ça souvent. Ça doit être stressant. C'est stressant parce que là, tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui t'entendent et je me suis rendu compte que je me suis habitué à l'asynchronisme.
C'est vrai, ben ouais. Toi, t'es habitué, question pour un pharmacien, tu y penses, OK, tu prends le temps de répondre. Voilà. Et ouais, tu changes ta question. Tu changes ta réponse. Ça, je vais écrire ça de même plus tôt. Mais tu as surtout le temps d'y réfléchir Ben avant. ouais. Et donc, on le fait, mais vraiment peu souvent. Quand je me rends en studio une fois par mois environ, là, on va en faire des open mic, mais genre, je shake comme une feuille quand je fais ça. Je vais prendre ma douche en finissant. Là. Je suis comme vraiment, là, j'aime pas ça. Ouais, c'est trop stressant à ce niveau-là. Puis je me rends compte que c'est juste sous-optimal. Ma réponse, si on m'avait laissé 5 minutes pour y penser, là, elle aurait été d'une qualité vraiment supérieure. Donc, je réponds correct, mais j'aurais pu faire bien mieux si on m'avait laissé le temps. Mais ça doit être difficile parce que, excuse, je t'ai coupé, mais comme ça doit être difficile parce que comme faut que tu répondes à la personne, mais pas que ça soit trop spécifique pour que ça rejoigne un paquet de monde. Voilà. Puis en même temps, tu veux pas que ça soit tellement comme large que ça répond pas à la question. Tu sais, de gager, de comme ça s'adapte à toi, mais pas à tout le monde, mais tout le monde, mais pas à toi. Tu sais, ça doit être difficile. Ah oui, exactement. Puis tu sais, c'est des sujets qui sont parfois sensibles. Donc, tu sais, faut que tu restes ça quand même personnel. Si la personne a pris le temps d'appeler à la radio pour avoir une réponse, puis tu réponds une généralité, elle va raccrocher frustrée. Là, donc, c'est de trouver le bon équilibre là-dedans. Ouais. Puis l'autre chose que j'aimerais parler, c'est que l'autre erreur que je faisais aussi, auquel j'ai pas fait référence tout à l'heure, c'est que en sortant de l'école, tous les professionnels de la santé que j'ai déjà croisés, j'en ai croisé un paquet, répondent en note soap. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont commencer par leur... réponses. Pardon? C'est des grosses réponses. Oui, mais mettons une courte note. Okay, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la structure, là, ils vont commencer par parler de leur raisonnement, puis ils vont faire une conclusion à la fin. Ils vont recevoir une question, puis peut-être, je vous inviterai à porter attention la prochaine fois que vous allez avoir un conseil, une demande de consultation. On le fait comme ça, de façon intuitive, parce qu'on est habitué de rédiger ça comme ça. La personne va nous répondre, puis au lieu de dire oui, non, dès le départ, on commence par notre raisonnement. Puis on roule le raisonnement. Puis là, la personne est comme, ben là, c'est-tu oui, c'est-tu non? C'est-tu oui, c'est-tu non? Puis à la fin, et donc, non. Mais si on fait ça, là, on mélange vraiment un paquet de monde. Donc, c'est important. Ça, je l'ai appris à la dure aussi. Quelqu'un me pose une question, on commence par la réponse et ensuite le raisonnement. Le contraire de ce qu'on apprend à l'école. Et voilà, exactement. Ouais. C'est vrai, mais ça doit être difficile de transposer ça, là, parce que, tu sais, on est comme... En fait, on est habitué de répondre comme ça. On apprend dans nos examens, dans tout ce qu'on fait, à faire ça. Là, exact. Mes notes au dossier, quand j'avais un médecin qui me demandait en consultation dans un dossier à l'hôpital, je l'écrivais toujours le gros raisonnement. Tu sais, la fameuse note soap. Puis quand j'ai commencé à faire de la radio, je vais toujours me rappeler, j'étais dans ma salle de lavage en bas parce que mes enfants font du bruit dans la maison. Il est 5h45 le matin. Je suis super content. Je finis ma radio. Je suis comme, oh yes, ça s'est bien passé. Je me suis pas planté au niveau du contenu. Et là, je monte en haut, puis là, je regarde ma femme, puis je suis comme, oh yeah, good job. Puis là, elle dit non. Elle dit non. Elle dit, voici, va t'asseoir. Je vais te dire comment tu aurais pu améliorer ça. Okay. Puis mon français, au début, c'était un gros problème. Moi, je viens de la campagne profonde. J'ai déjà eu un français un petit peu moins léché que celui que j'ai en ce moment. Et je répondais avec un non à la fin. Puis ça, c'est ma femme qui m'a fait remarquer que ça n'a pas aucun sens de répondre comme ça. Surtout à la radio. Le fil directeur dans la tête du pharmacien qui est en train de répondre, tu le connais pas. Donc, ma femme, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé pour adapter justement. Et pas de ce milieu-là, où est-ce qu'elle travaille? Elle est avocate. OK. Mais, tu sais, les avocats avec la plaidoirie puis tout ça, tu sais, je pense qu'ils ont une formation un petit peu distincte de la nôtre. Donc, tu sais, j'ai déjà répondu à une question, on a commencé par des considérants. Tu sais, il faut pas faire ça. Je veux dire, pas un contrat que tu es en train de faire, là. Oh my God. Ben, c'est vrai, c'est tough de gager ça, mettons. Exact, vraiment. Mais c'est des beaux réflexes à faire. Puis quand j'ai commencé à faire la radio, c'est tous des trucs qu'il a fallu que j'apprenne. Puis moi, j'adore apprendre. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette expérience-là. Ouais. Tu parlais que tes capsules, c'était 4 minutes. Est-ce qu'il y a des sujets que tu n'aborderas peut-être jamais à la radio? Qu'est-ce que la radio te permet d'aborder comme sujet? Tout. Tout. Il n'y a aucune limite. Là. J'ai parlé d'affaires là, vraiment intenses, des sujets. Tu sais, il cherchait des anecdotes cocasses en pharmacie. Oui, j'ai entendu. C'était bon, c'est là. J'ai montré ça à ma famille. J'étais là. Écoute ça, c'est bon. Tu vas comprendre un peu plus le travail du pharmacien au quotidien. Puis, tu sais, mais ça m'a fait rire parce que c'était tellement comme extravagant. Là. Je pense que c'était quoi tu comptais? Un patient qui voulait le sinus rince pour son enfant. Puis là, il a comme aspirer les sécrétions. Oh, exact. J'en prenais pas. Le fameux mouche bébé, effectivement, ça marque un garçon. Moi, je vais toujours me rappeler de ça, mais effectivement, donc le papa qui arrive à la pharmacie avec son petit garçon ou sa petite fille, je me rappelle plus trop, là, le nez gommé, là, vraiment, là, puis il dit hey, je veux un sirop pour la toux. Là, j'explique non, à 2 ans, ça marche pas un sirop pour la toux. Puis là, je suis toute fière de ma shot, je vais aller y expliquer le mouche bébé.
Et là, le mouche bébé, ça n'a pas passé. Il a fait, c'est pourquoi j'ai pas besoin de cette bidule-là à 26 $. Voici, moi, comment je fais. Et là, il s'est collé la bouche sur le nez de sa petite fille ou son petit garçon et il a craché dans la rangée 3 le contenu du nez de son enfant. Impossible. Puis dans ma face, ça a apparu. Là, j'étais comme, le cœur me levait. J'étais comme, voyons, non, Ben oui, c'est ça. c'est un système de référentiel différent du mien, clairement. Mais sans juger, je fais comme, OK, effectivement, si tu fais ça, probablement que tu n'auras jamais besoin du mouche bébé. Et il est reparti, tout simplement. Il y a un. C'est comme quand je dis que je viens de la campagne profonde, j'en ai vu des trucs assez flyés. Il a économisé 26 $. On va voir le positif, mais en même temps, la salubrité. Puis il a quand même craché à terre dans la pharmacie. Pré-pandémie, j'espère. Pré-pandémie, une autre époque. Sans masque. Sans masque, mon Dieu, on pourrait plus voir ça aujourd'hui, je pense. Non. Quoique, des fois, on va être surpris. Là, Fait que c'est ça. Tu peux raconter aussi des anecdotes à travers l'émission radio. Voilà, quand je vais en studio directement, on me demande de faire autre chose que juste un micro de réponse, un micro de parler de l'actualité. C'est là qu'on va faire des open mic, on va parler vraiment des anecdotes. C'est le fun parce que quand on est en présentiel, on est en mesure d'avoir une meilleure interaction. Fait que la prochaine fois que j'y vais, je vais faire un quiz. À mes aux 3 personnes qui vont être avec moi en studio, je vais les tester sur leurs connaissances en santé. Donc, ils me font faire un peu n'importe quoi, puis j'apprécie parce que j'apprends beaucoup. Mais c'est pas pire parce que tu peux avoir leur feedback indirectement, avec leur non-verbal, comment c'est reçu par eux. Ça te donne une idée de comment c'est reçu avec le reste du monde qui t'écoute. Là. Exact. Mais je suis quand même content de ne pas avoir commencé directement face à face. Je vous explique, là. Je me remets dans mes petites bottines de début de pandémie quand on m'a approché pour aller faire un premier micro. Moi, j'avais jamais fait d'art dramatique. Ça paraissait. J'avais aucun talent là-dedans. Et d'être à la maison, dans mon environnement, 1 minute avant de tomber en onde, là, j'ai mes papiers devant moi de notes. Je suis capable de... Ça a été très sécurisant pour moi. Et c'est probablement pour ça que je me suis pas planté au début. Je vais vous dire, là, très franchement, si j'avais été directement en studio à Salut Bonjour Week-end avec Eve-Marie Lortie, d'après moi, je l'aurais fait juste une fois, puis ça aurait été terminé. De pouvoir commencer avec un intermédiaire, c'est-à-dire de commencer à la maison pendant 1 an avant de me rendre en studio, mais là, ça l'a permis de sécuriser, faire en sorte que je sois probablement plus performant. Puis je m'en suis rendu compte de ça quand j'étais en studio pour une première fois à Rythme FM. Eux autres, là, entre les micros, il y a une chanson qui roule. Là. Eux autres, ça jase. OK. Eux autres, c'est le party. Là. C'est le party. Mais moi, je fais juste penser à ma prochaine intervention. Moi, j'ai mes papiers. Je suis comme, arrêtez de me parler. je vais me concentrer. Moi, je risque de me planter dans comme 38 secondes. Puis ça, je me suis rendu compte que si j'avais fait ça dès le départ, ça n'aurait pas été beau probablement. Donc là, je commence à avoir une certaine aisance, puis ça sonne. Donc, je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait comme ça. Ouais. Mais c'était un peu ta zone de confort aussi, sachant que toi, ton expertise initialement, c'était plus asynchronisme. Oui, c'est ça. Ça t'a permis de rester un peu dans ta zone de confort en sortant un petit peu, mettre un pied à l'extérieur de ta zone de confort. Puis après ça, t'as pu vraiment y aller all-in, comme on dit. Exactement. Oui, exactement. Oh wow, mais c'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun. Tu rejoins les gens, puis tu rejoins le grand public en général. Puis je trouve ça le fun de t'avoir comme modèle aussi, tu sais, je veux pas. C'est le fun de voir un pharmacien dans la radio, dans les médias, de voir ça. Je trouve qu'on manque de modèles pharmaciens. On voit souvent les infirmières, les médecins, mais tu sais, les pharmaciens, on est là, puis je trouve que c'est le fun de te voir puis que tu représentes un peu notre profession, puis tu le fais merveilleusement bien. Je pense que les gens, ils l'apprécient sûrement énormément. C'est vraiment gentil. Puis au début, je me suis rendu compte que, parce que moi aussi, je sors de l'école, le média, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais effectivement, pourquoi il n'y a pas de pharmacien? Puis j'ai une hypothèse là-dessus. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à écrire, mettons, pour le journal de la FADOC, là, j'écris pour le Véro Magazine aussi, de juste rentrer, mettons, Véro, OK? Ça a pris des années. Pourquoi? Pas parce qu'ils trouvent pas ça intéressant ce que le pharmacien a dit, mais c'est parce qu'ils savent pas ce que le pharmacien a dit. Exact, oui. Okay. C'est vraiment ça. C'est comme, je les approchais, là, puis ma femme m'aidait beaucoup là-dedans, puis c'est comme, oui, mais so what? De quoi tu vas parler? Tu es un distributeur de pilules, toi, à toute fin pratique. Là. Et donc, c'est de montrer que j'avais une certaine expertise, j'étais en mesure de parler de certains sujets. Et là, un moment donné, trop fatigant, ils m'ont laissé une chance. Ils ont fait quand même, vas-y, écris-les ton article. Là, attends un petit peu, je parle pas de distrib. Mon premier sujet, j'ai pas parlé, mettons, de la déprescription. Okay? C'est un sujet qui me passionne, mais j'étais allé complètement à gauche. J'ai commencé à parler de santé sexuelle. J'ai parlé de sujets qui étaient vraiment pas ce que le pharmacien
Du moins, on pense dans la société qui est en mesure de discuter de ces sujets-là. Et de fil en aiguille, c'est ça. J'ai réussi à montrer que le pharmacien, mais il a le champ d'expertise qui est large comme ça, puis que si on lui laisse la chance, si on lui donne le micro, si on lui donne le crayon, ben, il va être en mesure de pondre des articles qui sont d'intérêt public pour tout le monde. Mais oui, c'est ça. Puis c'est de changer cette mentalité d'un pharmacien, ça distribue des médicaments quand c'est pas ça. Là, c'est comme on est ailleurs. Là. Ben oui, j'ai travaillé pendant 7 ans à l'hôpital. La distrib, j'en ai fait 45 jours là-dedans. Oui. Puis juste dire qu'il y a tellement de personnes qui sont même pas au courant qu'il y a un pharmacien à l'hôpital. Ben non, dans ma propre famille, quand j'ai dit hey, j'aimerais ça, ils ont fait comme c'est comme là, c'est accessible. Il y a des pharmaciens à l'hôpital. Il y a plein de personnes qui sont même pas au courant de ça. Mais non, zéro. Puis tu sais, moi j'ai déjà fait le pharmacien pour les événements Ironman ici au Québec. OK. Le monde était comme pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais ici, il y a des médicaments quelque part. Il n'y a pas le choix d'avoir un pharmacien. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas le choix. Puis pas juste pour la composante de la distribution, mais c'est pour la composante de la vérification aussi. Donc oui, c'est encore aujourd'hui, le pharmacien, pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça fait là, au quotidien. Ben oui. C'est ça, c'est le fun, c'est ça. Puis justement, comme je disais, de commencer à avoir des modèles de pharmaciens dans les médias, je pense que ça va changer la mentalité aussi de la population. Il y a Olivier Bernard qui a fait un travail énorme à ce niveau-là. Il a utilisé le véhicule de l'humour pour faire ça avec une audace puis un talent incroyable. On a bien entendu nos personnalités publiques en pharmacie, le président de l'Ordre, qui est Bertrand, qui est ici, il est passé au micro ici. Il y a eu Diane, qui on voit à la télé, à la TVA, qui a fait de la politique. Il y a un paquet de pharmaciens, mais qui sont encore, à mon avis, dans des sujets qui sont relativement niches, si on exclut Olivier. Là. Et donc, oui, il en faut. Puis il en faut de vous deux aussi, qui, lorsque on va sortir, qu'on continue à occuper l'espace public, parce que sinon, les gens ne pensent pas à nous. Les gens pensent qu'on ne fait pas ce type de truc-là. Puis au final, c'est les patients qui en écopent, malheureusement. C'est vrai, puis on dirait que je ne m'en rendais pas compte. Je me rappelle quand j'ai commencé mes études, on a vraiment la vision du pharmacien qui l'est vraiment parce qu'on étudie là-dedans, mais on n'a peut-être pas... J'avais pas nécessairement conscience que les gens nous percevaient uniquement comme la distribution parfois. Là, c'est vraiment pas tout le monde, mais... Non, exact. Ouais, on a de le réaliser, ça donne encore plus de motivation à... de déconstruire cette pensée-là. Exactement. Qui se met autour. Là. Exactement. Ouais. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui était motivé par l'impact. Tu sais, mettons, quand j'étais à l'hôpital, je rédigeais des guides sur l'utilisation des antibiotiques à l'intention des médecins. Tu sais, je voulais faire en sorte qu'il y ait un impact sur le maximum de patients. Puis là, c'est ça les médias qui me permettent de faire. Quand j'écris un article dans le Véro, ce qui est cool, c'est que je me présente comme quelqu'un qui œuvre chez Questions pour un pharmacien. Et là, je vois à la journée que l'article est publié un paquet de questions sur ce sujet-là dans Questions pour un pharmacien. Fait que je le vois tout de suite, le résultat, que ça a un impact sur la prise d'action des patients sur leur santé. Même chose dans la FADOC. Même chose. Puis ça aussi, là, on pense, le tableau de l'âgisme, là, c'est un piège. On pense que les personnes un peu plus âgées n'utilisent pas le web. Moi, quand j'ai commencé à écrire pour la FADOC, je me suis rendu compte que c'était un peu n'importe quoi. Là. Les patients de 50, 60... On a des dames de 90 ans et plus qui utilisent Questions pour un pharmacien. Ah, wow! Ouais. T'as un iPad, une connexion Internet, ça marche. Donc, c'est super intéressant. C'est vrai, il ne faut pas comme les stéréotyper, entre guillemets. Une personne âgée, c'est pas... ça connaît pas. C'est ça, c'est pas vrai dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Mais en même temps, j'imagine que l'inverse est vrai. Il y a des personnes qui peuvent avoir 30, 40 ans puis ils n'ont pas la capacité d'utiliser le web autant bien qu'une personne de 90 ans. C'est comme, je pense que c'est plus un niveau de je pense que ça s'appelle littératie numérique. Voilà, c'est exactement ça, effectivement. Oui, c'est puis ce qu'on appelle la fracture numérique, c'est-à-dire de laisser en pan une certaine sous-population qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse, qui n'ont pas les outils ou les connaissances, la littératie numérique auquel tu viens de faire référence. Ben ça, c'est dangereux. Quand on a un système comme le nôtre qui commence à prendre de la place, qui commence à être utilisé par des milliers de patients tous les jours, ben, il va arriver un point où est-ce qu'on va falloir qu'on se pose la question, OK, là, ça devient l'endroit où est-ce que le patient se rend pour pouvoir avoir des services en santé, mais on est juste sur le web. Peut-être que dans 2 ans, on va se reparler dans un congrès à quelque part, puis on va se dire, là, on a une ligne téléphonique aussi. Ça me surprendrait, mais c'est pas impossible. Parce qu'il va falloir qu'on fasse en sorte que cette fracture numérique-là, on n'en crée pas une. Il faut qu'on soit présent, oui, mais il faut qu'on soit accessible pour tout le monde. Ça, c'est super important. C'est ça, il faut que ça soit plus inclusif, puis que les personnes qu'on met à l'écart, qu'on trouve une façon aussi de les inclure dans cette nouvelle ère-là numérique. Exactement. Y a-t-il des façons, tu penses, qu'on va pouvoir mieux parler d'éducation, c'est sûr, mais
d'autres façons qu'on va pouvoir se dire en tant que professionnel ou en tant que patient, comment je fais pour inclure ces gens-là qui sont peut-être mis de côté par l'évolution de la technologie? Oui, ben, l'éducation, c'est sûr que c'est la première facette à régler. Il y a des associations, des groupes comme Inforoute Santé du Canada qui commencent à fournir de la formation au grand public sur l'utilisation de la santé numérique. Ça, c'est super intéressant de faire ça. La deuxième chose, c'est d'un point de vue société, il va falloir qu'on fournisse l'accès à Internet haute vitesse pour tout le monde. Tu sais, nous, on est dans la métropole en ce moment, on pense que c'est tout le monde qui a accès à ça, mais c'est faux. Là. Moi, je me suis rendu aux Îles-de-la-Madeleine récemment, là, puis Internet haute vitesse, ça arrive parfois que c'est pas si haute vitesse Non, que ça. j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine cet été aussi, puis c'est pas... Non, hein? J'en témoigne, c'est pas partout que c'est haute vitesse. Non, là, non, ouais. exactement. On n'est pas au tiers-monde, là, je veux dire, on est aux îles. Là, Ouais. Donc, c'est important qu'en termes de société, il y a beaucoup d'écrits en ce moment qui mettent, en fait, ça c'est vraiment assez incroyable, qui mettent Internet haute vitesse comme étant un déterminant social de la santé. Les déterminants sociaux comme l'alimentation, comme des trucs qui sont à la base de notre santé, mais on commence à voir Internet sans fil, Internet haute vitesse là-dedans, parce qu'il y a tellement de trucs sur la santé qui se fait maintenant en ligne, que si tu n'y as pas accès, mais tu es un peu laissé en plan, effectivement. Donc ça, c'est super important. C'est ça, puis on le voit notamment dans notre cours de projet d'équipe, c'est d'analyser une intervention, puis on a choisi une intervention de notre équipe qui était en ligne. Puis c'est beaucoup de leurs activités qu'ils font, c'est des dépliants en ligne pour les parents ou peu importe. Mais si t'as pas Internet, là, T'as pas accès à toutes ces ressources-là. Non, exactement. Donc, tu sais, le gouvernement parle beaucoup du virage numérique du gouvernement. Le virage numérique, fine, c'est correct, c'est parfait. Il faut juste s'assurer que tout le monde puisse prendre le virage au même moment. Exact, c'est ça. Sinon, il va y avoir des problèmes à ce niveau-là, c'est sûr. C'est ça, faut pas commencer à faire ça, puis ça l'exclut encore plus des populations qui sont déjà exclues. Exactement. Il ne faut pas accentuer cet écart-là par la révolution technologique. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est ça l'avenir, mais peut-être qu'il faut y penser un peu avant pour justement faire plus une inclusion là, de tout le monde au Québec pour que tout le monde y ait accès de façon égale. Là. Exactement. C'est ça. Puis pour conclure sur cette belle discussion, on aimerait ça te poser une question qu'on pose à tous nos invités qui vont sur le podcast. On aimerait que tu nous racontes un beau moment de ta carrière, comme si c'est pas le plus beau moment. Autant peut-être toi, côté professionnel, avec un autre professionnel ou toi avec un patient. C'est une très, très bonne question. J'en ai eu plusieurs, là, des beaux moments. J'ai quand même pas loin de 10 ans de pratique. C'est sûr que d'avoir aidé Mélina pendant qu'elle était en République dominicaine, ça a été un des moments forts de ma pratique en ce moment. Beaucoup d'événements à l'hôpital que j'ai vraiment, vraiment apprécié, que ce soit en soins palliatifs. J'avais pas vraiment appris les soins palliatifs à l'école. D'aider quelqu'un dans cette dernière étape de la vie, ça a été tellement valorisant. J'ai réussi à avoir un impact, en fait, sur cette étape-là dans plusieurs patients. Ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Quand les premières téléconsultations que j'ai fait, là, moi, je levais les bras dans les airs. C'est comme, wow! Je suis capable de faire du clavardage avec un patient. Ça a été vraiment une pratique géniale. Vraiment, j'aurais de la difficulté à en identifier une seule. Oh non, j'ai eu la chance de travailler avec des médecins, des pharmaciens, des professionnels, des infirmiers, infirmières à l'hôpital qui sont géniaux. Je m'ennuie vraiment beaucoup de cette équipe-là par ailleurs. On a eu tellement de... Tu sais, juste en nommer une, mettons, là, il y a un moment donné, un patient qui s'est présenté à l'hôpital avec une rhabdomyolyse. Les muscles qui étaient en train de fondre sur ce patient-là. Il sortait de la prison, avait commencé à s'entraîner, puis suite à un entraînement, rhabdo. On ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et c'était un patient qui était des premières ethnies québécoises. C'était quelqu'un qui faisait partie d'une culture dont j'oublie le nom, là, qui n'était pas très loin de Granby. Et ça me fait réfléchir à toute la composante de la pharmacogénomique et l'utilisation des médicaments par rapport aux gènes puis tout ça. Et là, c'est peut-être un peu niché, là, mais ça, c'était un de mes coups de circuit, en fait, dans ma pratique. Quand j'ai commencé, juste à cause du fait qu'il n'était pas caucasien, j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte que ce patient-là prenait la Valaflaxine, donc de l'Effexor, un ISRS, un antidépresseur à petite dose. Et là, je me suis dit, c'est peut-être un cytochrome P450 2D6 lent. Boy! J'ai regardé le médecin qui était avec moi, qui a fait pardon. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a phénotypé son 2D6 en utilisant du dextrométhorphan. Il y a un protocole qui existe en ligne, encore une fois, auquel on a trouvé, l'équipe traitante et moi.
Et la manière ça fonctionne, c'est très simple. C'est qu'on donne du DM, du sirop contre la toux à un patient et on va venir mesurer la concentration de DM et du métabolite actif du DM, qui est le ODM, le haut dextrométhorphan, dans le temps, à plusieurs reprises. Et en fonction de la proportion, on va savoir si c'est un 2D6 qui est rapide, lent ou qui est juste normal. OK. Et on a trouvé, à cause de ça, que c'était un 2D6 lent. Et c'est à Rhabdo, c'était son effexeur qui l'avait fait. Ah, wow, OK. Si on n'avait pas trouvé ça, ce patient-là repartait dans la nature, là, Dans le néant. avec son 2D6 lent et son effexeur à dose 3 pour lui, qui malheureusement aurait probablement eu des effets secondaires très, très, très importants. Et c'est un patient qui était à risque de recevoir de nouveau des médicaments qui passent au niveau du 2D6, comme des antidépresseurs, des trucs comme ça. Donc, cette journée-là, on s'est rendu compte, l'équipe de médecine interne et moi, qu'on avait vraiment changé le devenir de ce patient-là, juste à cause que j'ai trouvé quelque chose sur Internet, puis j'ai eu un flash d'un cours de pharmacogénomique, tu sais, c'était comme une slide dans le coin, il était écrit phénotypage ou dextrométhorphane, puis j'avais fait comme quoi? Ça avait resté dans ma tête, puis regarde, je m'en suis servi une fois. Ouais, vraiment. Hey, c'est vraiment exceptionnel. Là. Ton expertise a vraiment sauvé, en fait, là, ce patient-là de peut-être plein d'effets secondaires ou des événements, des hospitalisations, qui sait. Là, Exact. Ah, c'est le fun, ça. Vraiment. Mais écoute, c'était vraiment intéressant comme discussion. Merci énormément d'avoir accepté notre invitation, puis d'avoir accepté de jaser de santé en ligne, de questions pour un pharmacien, un peu ton parcours. J'espère que ça va en inspirer plusieurs. J'espère aussi. Il en faut des pharmaciens dans l'espace public, puis c'est génial ce que vous faites là avec le podcast. Donc, félicitations, puis merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup.